Bienvenue à notre quatrième vidéo de l'école en ligne de pagayer. Aujourd'hui, Jim et Doreen vont expliquer pourquoi la ville de Rocky Mountain House ont décidé de recréer le cours centenaire du voyageur en canot 1967 en l'année 2017. Allons-y, Jim et Doreen. Dans les 3 dernières vidéos de cette série, nous avons parlé de la traite des fourrures, de la course des canots du centenaire de 1967 et du rôle du canot dans l'histoire du Canada. Les voyageurs du centenaire et d'autres rameurs attachés à l'histoire ont voulu reconstituer cette importante course de canot qui rendait hommage aux premiers commerçants des fourrures. Pour ce faire, ils ont formé des brigades et organisé des courses en canot de voyageurs de 8 mètres de longueur sur les anciennes routes de la traite des fourrures. Voici certains de ces événements les plus marquants. 1992. Rassemblement des voyageurs du centenaire pour un sprint à l'occasion du 125e anniversaire du Canada. Construction du pavillon du canot au lieu historique national Rocky Mountain House à l'occasion du centenaire de l'Alberta. 1999. Rassemblement à Rocky Mountain House pour le bicentenaire du poste Acton House. 2000. Brigade du millionnaire de Rocky Mountain House, Alberta à Flin Flon, Manitoba. 2004. Brigade sur la rivière Churchill. 2005. Brigade de la terre de Rupert. Périple du lieu historique national Rocky Mountain House au Fort Edmonton, Alberta, pour le versement du loyer imposé par la reine. Course de centenaire de la Saskatchewan. Course de 33 canots de 8 mètres de longueur entre la Loche et Cumberland House à l'occasion du 100e anniversaire de la Saskatchewan. 2006. Voyage en canot de 325 km jusqu'à Golden, Colombie-Britannique. 2008. Brigade de canot de Rocky Mountain House, Alberta à Thunder Bay, Ontario. 2017. Course de canot de la terre de Rupert de Rocky Mountain House, Alberta à The Pas, Manitoba. Célébration du 150e anniversaire du Canada pour l'ancienne route de la traite des fourrures en hommage aux commerçants des fourrures et les Premières Nations. Il y a eu d'autres événements du même genre, mais ce qu'il importe de retenir, c'est que nos voyageurs de temps moderne ont profité de l'occasion pour célébrer l'histoire de la traite des fourrures du Canada et ont vécu des moments privilégiés en ramant sur les merveilleuses rivières du pays, comme cela se fait depuis le début de l'histoire canadienne. Nous avons mentionné que les voyageurs faisaient à l'occasion un voyage en canot pour payer leur loyer à la reine. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il s'agit d'une partie très intéressante de l'histoire canadienne et à laquelle les voyageurs du centenaire accordaient beaucoup d'importance. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut remonter en 1670, au début de l'exploration du Canada. Le roi Charles II d'Angleterre avait accordé à son cousin, le prince Rupert, une charte l'autorisait à pratiquer l'exploration, la traite des fourrures, l'exploitation minière et le commerce sur les terres entourant la baie d'Hudson, ainsi que dans les baies, les détroits, les rivières et les ruisseaux s'y jetant. Ce territoire portait le nom Terre de Rupert. Le prince Rupert a fondé la compagnie d'investisseurs, la compagnie de la baie d'Hudson, et l'a chargé d'assurer le respect des modalités de la charte. Ce document conférait à la compagnie le pouvoir de gouverner tous les habitants de la terre de Rupert et d'administrer leurs échanges commerciaux. À la suite des expéditions réalisées en canot ou à pied par les grands explorateurs comme Radisson et Groseilliers, David Thompson, Alexander Mackenzie, Simon Fraser, Henry Kelsey, Pierre La Vérendrye et de nombreux d'autres, le territoire visé par la charte s'est étendu pour englober l'ensemble des terres et des eaux situées entre l'Arctique et le Pacifique. Les voyageurs du centenaire ont rendu hommage à cet explorateur en baptisant leur canot et leur honneur. La charte a servi de fondement à la plupart des traités qui établissaient aujourd'hui les frontières du Canada. La charte comportait une clause inhabituelle.
en vertu de laquelle les voyageurs devaient payer un loyer annuel de 2 peaux de wapiti et de 2 peaux de castor noir au roi Charles II et à ses héritiers et successeurs chaque fois qu'ils se rendaient dans la terre de Rupert. Ce loyer a été acquitté 5 fois dans l'histoire récente. Il a été versé à la reine Élisabeth II en 1959, en 1970 et de nouveau en 2005. Cette année-là, les voyageurs du centenaire se sont réunis en brigade pour une périple de Rocky Mountain House à Edmonton. Ils ont remis le loyer au lieutenant-gouverneur Kwong lors d'une cérémonie tenue au phare Edmonton le jour de l'arrivée de la reine Élisabeth à Edmonton pour une visite. Ce loyer se trouve maintenant dans le musée royal d'Edmonton et l'un des pots de wapiti est exposé dans le musée de Rocky Mountain House. En 1869, le gouvernement du Canada a négocié avec la Compagnie de la baie d'Hudson l'acte de cession de la charte et des terres qui étaient assujetties pour l'impressionnante somme de 300 000 livres anglaises, ce qui équivalait à l'époque à l'environ 1 million de dollars. En 1870, la terre de Rupert a été officiellement transférée au Canada. Pour témoigner à l'engouement suscité par ses brigades et ses courses, Jim vous racontera l'expérience qu'il a vécue comme membre de l'équipe de l'Alberta lors de la course en canot du centenaire de la Saskatchewan, un marathon de 3 semaines qui a eu lieu en 2005 de la Loche à Cumberland House en Saskatchewan. It was a race and a quest. It was exciting, it was epic, it was grueling. We paddled 1,118 kilometers or 633 miles. It required big lakes, big rapids, super teamwork, big 6-person, 26-foot canoes, and we paddled 2 river systems. We paddled across Saskatchewan on the Churchill, one of the most beautiful, fresh, clear water rivers left in the world, and the Sturgeon Weir. Old canoe routes that have been inhabited by people for about 5,000 years. We paddled from La Loche to Cumberland House. The big thing about the race was there were 30 teams, and unusual numbers. That meant Alberta, Saskatchewan, Manitoba, and Scotland were represented. Yes, a team from Scotland entered the race. We had 198 paddlers, 200 participants, and this was the country of the men of the North, les hommes du Nord. So on a bigger map of Saskatchewan, it was this far north of Saskatchewan that most people don't know about. If you look at a road map, all the roads are down here. This is arable land, and this is all Canadian Shield. And this race or quest ran through the bottom of the Shield, where there are still many native settlements along the way, and so every settlement celebrated the centennial as we got to it. This was very unusual because it united the people from La Loche, Isle of La Crosse, Pine House Lake, Cumberland House, Scotland. Scotland had a big part in the voyageur trade, fur trade, because they had fur traders all the way across here from Scotland that ran the fur trading posts. I've marked it out on this map. So, La Loche down to Diller. Big party. Everybody gathered, everybody celebrated. Then we paddled to Buffalo Narrows. Again, the same thing. Isle of La Crosse. And this goes from a Dene community to a Métis community to a Métis community, and all of a sudden up to another Dene community. This was really special. They slaughtered a moose on site as we paddled into shore. And then they cooked it as we watched. And then we ate it. This is so remote that, as you can see, there are still no roads up into this country. So when we paddled from Padonak to Knee Lake, we had to carry food, clothing, and shelter with us. And then when we arrived at Pine House, there is now a road at Pine House. And this continued all through the quest, where we got to places where we had to carry food, clothing, and shelter, camp overnight, paddle the next day, and all of our timers and all of our watchers and all of our officials all had to be with us. The other good thing that was, to me, is marvelous, because you see, I was born here in Pierceland, Saskatchewan.
on the Churchill River. This is part of my cultural heritage. I grew up in a log cabin, and across the street, Native people lived. And some people in my life had curly hair, and some people had straight hair. Some people had blue eyes, some people had brown eyes. And I carry that with me wherever I go amongst Native people, and it's very apparent, I guess, because I'm always made welcome whenever I meet Native people. I talked to all of these people, made friends with all of these folks. I asked them, why did you join in this? Because these people had all forgotten how to paddle. As soon as an aluminum boat with a motor came into the country, back went the paddles into the bush, back went the canoes under the trapper's cabin, and they rotted there. You can find them today. But they rediscovered paddling, and there were teams with mixed Native ladies, men who just learned to paddle again for this race. There was a team from so far north up at this lake up here, Hatchet Lake. Hatchet Lake is so far north there still isn't a road into there. When they arrived, they still didn't know how to paddle their canoe. They didn't know you should have one in the front and one in the back. They sat side by side in the middle. But they quickly learned. They placed in the top 10 by the time they finished. And in fact, the team from Hatchet Lake just finished winning the big race from here down to the Pas, Manitoba. It changed the whole face of these people across here, because all of a sudden they're interacting with each other. Places that never had anything to do with each other now interact on a very big level. Cumberland House here is marvelous because the best paddlers in the world come from there. They still come from there. How they ever lost to Hatchet Lake, I don't know. It must have been a bitter blow. But in our race, there were 3 teams from Cumberland House. And we used to invite them to our camp and say, teach us how to paddle the way you paddle. Because after half an hour on a 5-hour day, they'd be out of sight. They'd be out of sight every day after half an hour. They were that much better than us. And we had to learn to paddle for 8 hours without stopping, for 8 hours grabbing a bite, for 8 hours with bathroom breaks, all in the canoe. Everybody had to do that. I still remember the team from Scotland coming to shore, and the ladies from the Scottish team jumping out of the boat saying, "I peed in the boat, I peed in the boat," because they didn't think they could do it. It was too embarrassing, but everybody had to learn to do that. The end of the race was absolutely epic. We couldn't get to Cumberland House because it was flooded out, so we had to stop early. But again, the winners of the race were from this area around here at Fling Flon, where the best paddlers in the world come from. In closing, I would like to say I'm wearing my special vest today. That it was something that changed my life, and I met people that I'll never forget, and that will be my friends for the rest of my life. Nous sommes très chanceux au Canada. La plupart de nos rivières coulent de l'est en l'ouest ou d'ouest en l'est, en créant des parcours de canotage qui s'étendent d'un bout à l'autre de notre grand pays. Quel moyen fabuleux d'explorer le Canada et de vivre d'une aventure exception dans la nature sauvage. Il n'est pas nécessaire d'avoir un canot de voyageur de 8 mètres pour parcourir nos voies navigables. Et il n'est pas nécessaire non plus de traverser tout le Canada pour découvrir ce formidable moyen d'être en symbiose avec la nature, de faire de l'exercice et d'explorer notre patrimoine naturel. Comme l'a si bien dit un voyageur d'autrefois, rien ne se compare à la vie d'un voyageur. Explorer les voies navigables du Canada, c'est verser la baume sur l'âme. C'est ce qui nous permet de communiquer avec la nature, de nous libérer l'esprit et de nous rapprocher des merveilleux mystères du monde naturel, le chant de plongeon, le claquement d'une queue de castor sur l'eau, le goût d'une brochet, l'arôme des conifères, la beauté des buissons qui bordent la rivière, la danse des aurores boréales et les innombrables autres ravissements. Dans la prochaine vidéo, nous vous rencontrons certaines de nos expériences personnelles sur les voies navigables canadiennes, dans l'espoir de vous inciter à suivre les leçons, à empoigner une rame dans vos balades sur l'eau et à devenir un voyageur de temps moderne. Google the Saskatchewan Canadian Canoe Quest. Google the 1967 race. Google canoeing. Google that Canadian icon Bill Mason. Wonderful stuff.
In the next video we'll tell you some of our personal experiences paddling on Canadian waterways with the hope that it will encourage you to take some lessons, pick up a paddle, Google paddling, and become a modern day voyageur.